D'avoir 80 berges, comme on dit. Et j'ai été en Algérie faire cette guerre, déclarer guerre fin 99, il faut se souvenir seulement. J'ai été la faire entre avril 61 et juillet 62, c'est-à-dire jusqu'à la fin, quoi. Où j'ai passé à peu près 15 mois dans deux endroits très différents. Mais avant d'en arriver au rôle que j'avais là-bas, je voudrais souligner une spécificité qui était la mienne, c'est que j'étais opposé à la guerre d'Algérie avant de partir. J'étais militant politique assez actif contre la guerre d'Algérie. Donc je m'étais posé la question, est-ce que je vais la faire ou est-ce que je déserte? Mais finalement, comme j'étais officier marine marchande et qu'on m'avait laissé un sursis, c'est-à-dire un délai avant de faire mon service, on m'a un peu cueilli. On m'a dit, bon, vous avez accepté un sursis d'élève comme officier marine marchande, vous devriez faire les élèves officiers de la marine nationale. Ce qui m'aurait conduit normalement à aller faire mon service militaire sur un bateau. Mais il y avait quelques victimes dont j'ai fait partie, qui étaient envoyées dans les fusiliers commandos de marine, c'est-à-dire les fusiliers marins, quoi. Et je me suis retrouvé dans le bled avec peu de choses qui me distinguaient des autres, sinon ma casquette d'officier de marine, à faire la guerre comme les autres, quoi. Donc, j'ai été désigné dans deux endroits différents. Le premier a commandé pendant quelques mois des harkis, qui est les supplétifs de l'armée française. C'était près de la frontière marocaine. Dans une situation aussi très particulière, parce que non seulement j'avais les harkis dans le poste, mais j'avais également la famille, et certains étaient même grands-parents, et j'avais toute la famille avec. Donc une certaine responsabilité, quoi. Et quand la Harka a été dissoute, elle l'a été au début de 62, on m'a envoyé garder le phare du Cap Bougaroun au nord de l'Algérie. C'est le phare le plus nord de la côte algérienne, qui était situé dans une zone qui n'avait jamais été pacifiée, qui était la presqu'île de Kolo. Et là, compte tenu de mes opinions et de l'arrivée, on voyait arriver le cessez-le-feu, j'ai pas hésité à prendre contact avec nos soi-disant, nos ennemis, pour que la fin se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident, quoi. J'avais comme interlocuteur d'ailleurs, enfin comme intermédiaire, un pied noir instituteur qui était resté au milieu d'eux, toléré, et qui faisait l'école là, sans aucune crainte, alors que toute la région était contrôlée par le FLN, quoi. Donc voilà. Bon, vous aurez peut-être l'occasion ensuite de me poser des questions sur cet itinéraire. Moi, je tiens surtout à insister sur une chose en venant vous voir, c'est sur la manière dont l'histoire a été enseignée en France et qui a fait que l'histoire, et en particulier la colonisation, qui a fait que pendant des dizaines d'années, en gros entre 1880 et 1920, et même plus tard, on a enseigné aux jeunes une histoire romancée. D'ailleurs, maintenant on l'appelle le roman national, où tout se passait bien, où on allait apporter la civilisation outre-mer, etc., quoi. C'était une histoire bien arrangée, dont l'auteur était quelqu'un dont on parle encore, qui s'appelait M. Ernest Lavis. On dit que ces bouquins ont traîné dans certaines écoles jusqu'en 1950. Mais je veux insister là-dessus et vous dire comment on le décrit dans Wikipédia, destiné à inculquer le sentiment patriotique aux jeunes Français, avec ses valeurs de la République, de la colonisation conçue comme un devoir civilisateur, voire leur donner un esprit revanchard ou belliciste, etc. Bon, et c'est ça qui fait que beaucoup d'entre nous, et peut-être mes deux collègues que vous allez voir, oui, vous ne les avez pas encore vus, sont partis là-bas vraiment d'une manière totalement innocente. Ils ont découvert des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Moi, il se trouve qu'avant, j'avais eu la chance d'être militant politique contre la guerre, donc je n'ai pas été surpris de ce que j'y ai trouvé. Mais la plupart, les 90%, sont arrivés là-bas, bardés d'une certitude, c'est qu'ils étaient arrivés dans des départements français, c'est que la France avait
avait instruit les gens, ce qui était fou à 90%, qu'elle avait soigné les gens, oui, un peu, mais c'est vrai. Moi aussi, là-bas, j'ai multiplié, j'ai accru le nombre d'instituteurs, j'ai accru les soins médicaux, parce que je préfère faire ça que la guerre, mais pendant des dizaines d'années, ça n'avait pas été fait. Hein, il y avait dans le bled algérien des gens qui n'avaient jamais vu les Français. Hein, donc, moi, je vais insister sur cette histoire et vous dire maintenant, regardez l'histoire d'un œil très critique et même, si possible, ayez vis-à-vis du colonialisme et ses avatars et du racisme qui va avec, ayez la plus grande méfiance. Parce que non seulement ceux qui y allaient croyaient au bienfait de la colonisation, mais ils croyaient aussi que les gens qu'ils rencontraient étaient des gens inférieurs. Hein, et c'est le début du racisme, ça. Hein. Et il est traité de sobriquet totalement inacceptable, qu'on entend encore en France d'ailleurs maintenant. Donc tout ça, c'est un enchaînement à partir d'une histoire un peu déviée qui arrive à influencer des jeunes qui n'avaient pas besoin de ça et dont certains ont laissé leur vie pour cette mauvaise cause. Voilà. Quel est le moment qui vous a le plus marqué pendant la guerre d'Algérie ? Cette question m'est souvent posée, j'ai du mal à y répondre. J'ai du mal à y répondre, mais je vais en citer deux qui sont à peu près conjoints. Quand il s'est agi de dissoudre l'ARCA, c'était les harkis que je commandais, on m'a demandé, parce que la marine avait quand même des idées un peu plus généreuses que d'autres armes de l'armée française, on m'a demandé de les interroger pour savoir ceux qui s'étaient le plus mouillés, qui étaient le plus en danger. Donc, ils sont passés dans une espèce de confessionnal. Et j'aurais posé des questions et je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas tous fait des belles choses, quoi. Avec moi, tout s'était bien passé parce que dès que j'étais arrivé, je les avais prévenus que je ne tolérerais pas le moindre excès, mais ce qu'ils avaient fait avant, ça, c'était une autre histoire. Donc, puis on dit finalement, c'était dire à des gens, après vous avoir raconté des tas de balivernes, on va vous quitter, quoi. Donc c'est un moment un peu pénible à vivre. Et corrélativement, j'avais dans mon domaine de surveillance ce qu'on appelait des camps de regroupement, car on avait créé des zones interdites où toute personne qui s'y trouvait pouvait se faire descendre, hein, c'était clair. Et à côté de ça, donc, il fallait bien qu'ils aillent quelque part, des camps de regroupement. Et j'avais 3 camps de regroupement, et comme moi, je sentais que la fin de la guerre arrivait, que j'avais préparé mes harkis, je voulais aussi les préparer eux. Et j'ai même fait une chose qui m'a été reprochée, j'aurais dit descendez le long de drapeau tricolore, le montez pas tous les matins. Bon, ça, je me suis fait rappeler à l'ordre, mais je suis allé dans un camp de regroupement dont le responsable était un vieux monsieur, comme moi maintenant, avec une barbe, hein, et il m'a reçu dans un assez grand silence, il m'a regardé et puis il m'a dit viens voir. Et puis j'étais donc au fond de ce qu'on appelait un meshta, sa baraque, quoi. Hein. Et il y avait une photo, c'était De Gaulle lui serrant la main. Il m'a dit, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est un peu dur à supporter, mais qu'est-ce que vous voulez quand on n'en est pas responsable, hein. Voilà. 2 exemples de choses qui me sont restées, bon, le reste... Est-ce que cette guerre, elle a eu un impact direct dans votre vie, justement après la guerre, quand vous êtes revenu en France? Elle a eu un petit impact matériel, mais il ne faut pas insister là-dessus. Il se trouve que, n'ayant pas continué sur des bateaux de la marine militaire, j'ai perdu ce qu'on appelle un temps de navigation qui comptait pour mes brevets de la marine marchande. Donc j'ai été atteint professionnellement, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Il y en a d'autres qui se sont fait tuer ou qui ont été blessés. Parce que vous me donnez l'occasion de rappeler que on dit entre 1,3 million et 1,5 million de jeunes qui ont été appelés en Algérie, il y en a quand même un peu plus de 300 000 qui sont revenus traumatisés. Hein. Maintenant, c'est à la mode, les traumatisés qui reviennent de la guerre. Je peux vous dire que l'armée s'en occupe bien, d'ailleurs. Ceux qui reviennent d'Afghanistan ou du Mali, on les laisse pas tomber. Mais à l'époque, on laissait tomber les 300 000. Hein, ça, bien. Il y en a qui ont terminé dans les hôpitaux psychiatriques, il y en a qui se sont suicidés, il y en a... Ça comptait pas. Ça a un nom d'ailleurs, ça a un sigle, les traumatisés
psychologique, je sais pas, enfin ça, j'ai oublié. Mais donc ça n'a pas eu d'autres résultats en ce qui me concerne. J'ai pas été trop traumatisé parce que, comme vous l'avez compris, étant officier, j'étais mon patron, donc j'ai pas toléré les moindres choses que j'aurais pu me reprocher ensuite. Alors j'étais un privilégié par rapport à d'autres. Est-ce que après avoir vécu cette guerre, vous avez mis un certain temps à mettre des mots sur ce que vous avez vécu? Ben, comme je l'ai dit à vos collègues avant, là, il se trouve que, vu le métier que j'avais, c'était de bourlinguer sur les mers pendant un certain nombre d'années, je me trouvais pas en contact ni avec des anciens combattants, ni beaucoup avec la famille. Donc, le problème s'est pas trop posé, quoi. C'était un peu le silence. Hein. Le problème s'est reposé qu'au moment de toucher la fameuse retraite, et en ne voulant pas la toucher, j'ai choisi la solution de l'association 4ACG, donc de reverser la retraite et en même temps d'aller témoigner dans les écoles, parce que la 4ACG essaye de multiplier les témoignages. Bon, c'est là qu'on a commencé à parler, mais avant, c'était un mauvais souvenir, et puis c'est tout. Vous êtes retourné en Algérie ou pas après la guerre? J'y suis retourné professionnellement en bateau, mais j'y suis pas retourné. J'ai loupé une occasion d'y aller. En revanche, il se trouve, par quelque chose que vous connaissez peut-être, là, un site qui s'appelle Copain d'avant, là, sur Internet. Un Algérien m'a retrouvé, un Algérien qui était né près du poste où j'étais en Algérie, qui est médecin là, à Marnia, et dont, alors c'est assez drôle, dont les parents avaient été les élèves de mes instituteurs, parce que j'avais développé donc plutôt le côté enseignement et soins médicaux plutôt que la guerre. C'était quand j'étais avec les harkis. Et j'étais arrivé à un effectif de 4 matelots instituteurs, puisque c'était la marine, et ses parents avaient été les élèves de mes matelots. Donc c'est marrant d'ailleurs. Et donc c'est un médecin qui a 35 ans peut-être. Donc il est rentré en contact avec moi pour savoir ce que j'étais devenu, etc. Et le poste où j'étais, il existe toujours. Il n'a quasiment pas bougé. Vous pouvez le voir sur Google Earth. Il y a encore les tours, parce que c'était au-dessus d'une colline complètement impossible à vivre. C'était des cailloux. Donc personne n'y est revenu. Puis je crois qu'il y a des problèmes d'indivision entre propriétaires. Je sais pas. Alors il y a encore non seulement les murs, il y a encore les tours, il y a encore le château d'eau. Il y a encore l'endroit, mon mess d'officier, où j'étais le seul à manger, puisque j'étais le seul officier. Et simplement, la porte est murée. Il m'a envoyé les photos, et moi, je lui ai envoyé les photos que j'avais prises au moment où j'y étais. Et ça lui a causé une joie immense. Et il m'a dit, c'est comme ça que j'ai appris, qu'aucun de mes harkis n'avait subi n'avait pas été ni blessé, ni tué. Bon, ça m'a quand même soulagé. Il y en avait encore, au moment où on a correspondu, il y en avait encore 2 en vie. Donc, je suis pas retourné, mais j'ai eu cet excellent contact là. Comment avez-vous réagi lorsque vous aviez été appelé en Algérie? Quand j'étais appelé, d'abord, la BBC là, vient de me reposer la question là, entre deux couloirs. J'ai d'abord pensé à déserter, à ne pas y aller, puisque j'étais militant contre la guerre d'Algérie et je peignais les murs j'étais au Havre à l'époque, à l'école de la marine marchande. Et je peignais les murs en mettant paix en Algérie. Alors c'était un peu, ça me posait problème. J'ai été en Italie en passant par la Suisse pour voir si je pouvais passer facilement, étant surcité. Enfin bref, je me suis beaucoup interrogé. Mais comme je vous l'ai dit, il m'avait prolongé mon sursis, donc j'étais déjà lieutenant au long cours. Avec un espèce de marché sous-jacent, faire les OR de la marine, quoi. Et j'ai pas vraiment été appelé pour aller en Algérie. D'abord, j'ai été appelé à Brest sur un bateau qui s'appelle Richelieu, un vieux cuirassé qui était là. Je sais pas s'il y est toujours. D'ailleurs, il doit être mis à la ferraille. Et tant que je suis pas arrivé sur ce bateau, je croyais que j'allais passer
montant sur un bateau de guerre, loin de toute guerre d'ailleurs. Et c'est là que j'ai appris que j'étais désigné dans les fusiliers commando et que j'allais en Algérie. Ça a été la grande surprise, quoi. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai quand même tenu à mettre les choses au point avec le 5 gallons, c'est-à-dire capitaine de frégate, je sais même plus, oui, de frégate qui m'a reçu. Je lui ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui se faisait en Algérie, mais je suis arrivé au moment où ils avaient subi le putsch en avril. Enfin, je suis arrivé quelques mois après, mais le putsch des généraux les avait complètement. Enfin, ils savaient plus trop où ils en étaient, les officiers généraux en Algérie. Donc, il m'a répondu un truc du genre, bah nous aussi, la guerre, ça nous pose des problèmes. Écoutez, on va essayer de vous trouver un endroit, mais ils m'ont pas trouvé un endroit tranquille où je comptais aller, c'est-à-dire ce qui s'appelait les SAS, qui étaient des espèces d'endroits administratifs où on rendait service aux gens sans faire la guerre, puisqu'ils m'ont envoyé commander des harkis. Mais heureusement, j'ai fait ce que j'ai voulu après, quoi. Je sais que nous, on est des générations, on n'a pas du tout vécu la guerre, du coup, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est que d'être traumatisé par une guerre, d'être traumatisé par des choses, puisque c'est simplement des choses qu'on voit dans des livres ou des choses comme ça, et c'est pour ça que c'est compliqué d'imaginer ou de pouvoir se projeter là-dessus, sur ce qui a été fait, ce que la France, comment elle a réagi, par exemple avec Emmanuel Macron, qui maintenant, en 2018, reconnaît qu'il y a eu de la torture, alors que ça s'est passé il y a vraiment longtemps. Oui. Et non, c'était juste une remarque. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'initiative d'Emmanuel Macron est très importante. Il faut la saluer, il n'y a pas de problème, même si on ne partage pas toute sa politique. Et maintenant, moi, je participe à la marche d'un site, parce que j'étais pas militant anticolonialiste avant de partir. J'ai pas abandonné ça avec la guerre et ni après la guerre. Et maintenant, je participe à un site dont vous pouvez noter les références si ça vous intéresse pour aller le voir, qui s'appelle histoirecoloniale-tout-attaché.net, et dans lequel on continue à rendre justice à une véritable histoire de la colonisation, et ce site a créé un autre site qui s'appelle 1000autres.org à la suite à la suite du discours d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a dit, oui, on a torturé Maurice Audin, c'était pas bien, en 57, l'armée n'aurait jamais dû faire ça. Je donne une précision que vous avez peut-être vue dans les livres, hein. Elle l'a fait parce qu'elle avait les pouvoirs civils, hein, qui lui avaient été transférés, hein. Elle n'a pas fait ça comme des cow-boys, hein. Le pouvoir politique s'était défaussé sur l'armée. L'armée s'est empressée de prendre les pouvoirs et a donc fait cette répression en 57 à Alger qui était assez dure, dont Maurice Audin, comme l'a reconnu Emmanuel Macron, a été victime. Mais on a trouvé un document sur lequel il y a recensé 1 millier d'autres victimes dont on n'a pas su ce qu'ils étaient devenus. Donc, on a créé le site 1000autres.org, c'est 1000 autres attachés, 1000 le chiffre autres.org, et qui commence à avoir des réponses en venant de l'Algérie, parce qu'il y a des gens, depuis 50, 60 ans, ils ne comprennent pas pourquoi leur père un jour est disparu, pourquoi leur frère n'est pas revenu, pourquoi leur fils, ils ne l'ont jamais revu, etc. Donc, on essaye de les aider par la communication à retrouver des traces. Il y en a qui ont commencé à en retrouver, qui remercient le site d'avoir été créé. Alors, paradoxalement, il a été créé grâce à Emmanuel Macron indirectement, quoi, parce que, en parlant de l'affaire Audin, il a réveillé tout le reste de l'histoire, quoi. Et la personne qui m'a précédé m'a dit tout à l'heure, l'Algérien, là, il m'a dit qu'il avait un parent qui est disparu en 59. Puis c'est encore une autre histoire. On peut pas prendre tout en charge, mais ça réveille beaucoup d'histoires de gens blessés.
J'ai une question, c'est par rapport à... Vous avez dit que vous êtes parti en juin 62. Bah, moi, j'aimerais bien que Non, vous... non. J'ai quitté Algérie en juillet Quitter, 62. oui, voilà, quitté l'Algérie en juin 62. Juillet. J'aimerais que vous juillet. J'aimerais que vous reveniez justement sur les circonstances du départ et puis votre retour en France, puis votre vie de tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Moi, en juillet 62, c'est l'indépendance. Hein. Et avant, il y a eu le 19 mars, qui est la date importante, qui était le cessez-le-feu. Bon, entre le cessez-le-feu et l'indépendance, on est quand même resté avec l'arme peut-être à la bretelle, mais on est resté en attendant l'indépendance, qui a eu lieu donc le 5 juillet, je crois, 62. Et à ce moment, je suis entré en France et la marine, dans sa grande bonté, m'a dit, puisqu'on vous a envoyé en Algérie, elle n'a pas dit vous ne le méritiez pas, mais enfin, sous-entendu, vous n'auriez pas dû y aller et rester sur un bateau. Elle m'a fait un cadeau, elle m'a nommé au ministère des Armées à Paris à rapatrier je gérais le rapatriement du matériel d'Algérie. Bon, mais voilà, mais ensuite, j'ai repris ma carrière dans la marine marchande, hein, c'est tout. Mais ça n'a pas eu d'autres conséquences. Je ne comprends pas le reste de votre sou. Non, je me demande si justement il y avait des conséquences par rapport à votre vie d'aujourd'hui, mais non, du coup. Non, ça n'a pas eu de conséquences. Non, je suis resté militant politique à peu près dans le même axe, avec une raison de plus d'y rester, je dirais. Si vous voulez la suite de mon roman, après l'Algérie, vous le trouverez. Je vais vous donner l'endroit. C'est un témoignage filmé qui est sur Vimeo, vimeo.com. 11 399 90 44. Voilà. Là, vous aurez la réponse complète. Il faut peut-être répéter, si vous voulez bien, le numéro. Je ne sais pas s'ils ont le temps de tout noter. https vimeo.com /11 399 90 44.